Sans prénom, Michel Georgel. Prologue. Elle dit que tu es vieux, tu es malade, et ta maladie c'est d'être vieux. Elle dit que tu vas mourir. Pas aujourd'hui, bien sûr, ni même demain, mais bientôt. Bientôt? C'est combien de jours? De mois? D'années? Nouvel échange entre les deux Indiens. Elle ne peut pas savoir, mais pas des années, des mois tout au plus. Il rit. Comment pourrait-elle voir cela? On ne voit pas ce genre de choses en regardant les malades. Elle voit, c'est tout. Il rit encore. Qui est ce vieillard qui choisit de mourir dans cette île perdue de la mer Caraïbe? Une histoire commencée presque un demi-siècle plus tôt sur les granites d'une autre île, de l'autre côté de l'Atlantique, le seul point d'ancrage certain d'une longue dérive. Et d'un bout à l'autre de ce qui est tout de même l'histoire d'une vie, le souvenir d'une fille à peine rencontrée, mais jamais oubliée, parce que l'on peut tout oublier, sauf la vie même, la douleur de la vie, à la mer, au vent et au désespoir joyeux. Le vieil homme. Il n'est ni tout à fait endormi, ni tout à fait éveillé. Une sorte de demi-conscience. Depuis combien de temps? 2 jours? 3? Plus? Parfois, il s'éveille assez pour boire. Il boit alors longuement, une eau sinon chaude, du moins tiède, mais qui le désaltère. Il boit encore, mais il ne mange plus. Il pourrait manger. On lui apportait des fruits qui suffiraient à le nourrir. Au début, il en mangeait lentement, avec effort certes, mais aussi avec une sorte de plaisir. Puis, même pour d'aussi simples repas, il s'est senti trop fatigué. C'est la fin, bien sûr, la dernière ligne droite. Combien de temps cela peut-il encore durer? Il n'en sait rien. Qu'importe, que lui importe. Le bateau roule doucement, une berceuse douce. Sans avoir besoin d'ouvrir les yeux, il devine un peu de clarté de l'autre côté de ses paupières, comme de l'autre côté du monde. Le petit matin, sans doute. Ou bien un moment plus avancé d'un jour très nuageux. Il faudrait ouvrir les yeux pour décider, regarder l'heure. Peut-être même sortir sur le pont. Il le fera sans doute un peu plus tard, s'il lui reste assez d'énergie. Il a froid, mais seulement un peu. Il a eu chaud pendant la nuit et il goûte presque sensuellement ces instants de fraîcheur. Il découvre avec amusement que le froid a déclenché un total durcissement du bas-ventre dont il n'avait même pas conscience. Il s'amuse. Combien de milliards d'imbéciles ont-ils cru, et surtout fait croire à de naïves compagnes, qu'un tel état était autre chose qu'un simple réflexe mécanique dépourvu de toute signification érotique. Bien à plat sur le dos, les jambes allongées, aussi bien que dans un cercueil. Sauf les bras qu'il a gardés le long du corps. Pourquoi les vivants jugent-ils nécessaire de joindre les mains de ceux dont ils vont pour toujours refermer les cercueils? Les bras le long du corps, tellement plus confortable. Plusieurs coups répétés contre la coque du bateau. Il réalise peu à peu qu'avant les coups, il y a eu des voix. Des coups encore. On va finir par abîmer la peinture. Il grogne, aussi fort qu'il peut. Il a entendu, il va bouger. Avec effort, il commence par s'asseoir. Violent vertige. Mais il se force. S'il ne parvient pas à se lever, ils vont encore frapper. Serrant les dents, il vient à bout du vertige. Peu à peu, prenant appui sur les cloisons, parvient même à se lever. On l'appelle, il crie. Il vient, il ne peut pas venir plus vite. Le voici au pied des marches qui mènent au cockpit. Comment pourra-t-il se hisser si haut? Mais il y parvient, plus facilement qu'il n'avait craint. Des visages, au niveau du plat-bord. Une pirogue, avec 3 Indiens. Il reconnaît 2 d'entre eux. Ce sont les hommes qui lui ont vendu les fruits et fait comprendre qu'ils pouvaient mouiller. Le 3e ne lui rappelle rien. Il est plus vieux et encore plus petit que les 2 autres. Mais on comprend tout de même que c'est pourtant lui qui décide. Les Indiens parlent, les uns après les autres. Des gestes au secours des mots. Il devine. Ils ne veulent plus de lui, ils veulent qu'il appareille. Il hausse les épaules. Appareiller, il voudrait bien. Mais pour l'instant, il en serait bien incapable. Plus tard. Il parle, il explique, il fait des gestes avec les bras. Plus tard, plus tard.
Il va reprendre des forces. Il partira. Les Indiens sont mécontents, surtout le plus vieux. Menaçant? Presque. Encore des paroles, encore des signes. Oui, il a compris, ils partent, mais ils vont revenir. Peut-être pour l'aider, peut-être pour le chasser. Quelle différence, quelle indifférence. Les deux Indiens les plus jeunes empoignent leurs pagaies, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière de la pirogue. Au centre, le plus vieux s'est comme recroquevillé. Il décide de ne pas redescendre dans la cabine. Le soleil est déjà assez haut dans le ciel et il commence de faire chaud, mais il y a un peu de vent, un peu de fraîcheur. Il décide de s'allonger sur le coussin du cockpit. Il sera prêt quand ils reviendront. Allongé, il observe. Le premier jour, il en est sûr, le bateau a dérivé, mais depuis, il ne semble plus bouger, presque à équidistance de l'île et du continent, tout proche. Quand il est arrivé, il a encore eu la force d'observer le ballet quotidien des pirogues. Sur cette île, comme sur toutes les autres îles habitées de l'archipel, on ne pratique ni culture ni même jardinage. Manque de place, manque d'eau, sol inapproprié. Avec le temps, moustiques et serpents ont poussé la plupart des Indiens vers les îles, mais les cultures et les cueillettes sont restées sur le continent, plus ou moins proches. Ici, à peine 800 mètres. Le matin, peu après l'aube, les pirogues s'élancent, légères et rapides, toutes poussées par le vent, beaucoup s'aidant d'une petite voile. Le soir, elles reviennent, luttant contre le vent à force d'aviron, avec souvent d'autant plus de peine qu'elles se trouvent en général alourdies des cueillettes du jour. Bananes plantain, avocats, mangue, yucca, papaye, goyave, ananas. Plus rare, quelques embarcations s'attardent autour de l'île, mouillant à proximité de très nombreux au fond. Ce sont les pêcheurs. Il le sait d'expérience, les pêcheurs ne sont pas quotidiens. D'autres jours, ils vont comme les autres sur le continent. Les pêcheurs. Certains tentent leur chance avec des lignes appâtées à l'aide de petits poissons qu'ils ont pris ici ou là, en bordure de l'île, et qu'ils conservent vivants dans l'eau de mer, à même le fond de leurs esquifs. D'autres ont des filets, et d'autres encore plongent en apnée. Il connaît bien ces différentes méthodes. Au cours de sa longue vie marine, il les a toutes pratiquées. Et aussi la pêche à la traîne. Les Indiens pratiquent peu la traîne. Ils ont raison. Dans ce lieu, c'est la manière la moins efficace. Si l'on navigue pour se déplacer, cela n'a guère d'importance. On ne navigue pas pour pêcher, mais on profite de la navigation pour tenter sa chance. Mais si l'on sort en mer uniquement pour pêcher, la traîne, pour les pirogues indiennes, ce n'est pas le meilleur choix. Ils pêchent. Des poissons multicolores et vibrants. Quand tu pêches à partir d'un petit bateau en pleine mer, c'est-à-dire une eau toujours plus ou moins agitée, le difficile ce n'est pas de pêcher. Le difficile c'est ensuite. Remonter le poisson sans le perdre. Le décrocher sans se blesser. L'alcool dans les branchies pour un départ paisible. Le préparer. Les seaux d'eau de mer pour nettoyer. Il pêche. Ou peut-être qu'il rêve qu'il pêche. Sa conscience se dérive dans cette sorte de sommeil éveillé, cet état qui ne le quitte pour ainsi dire plus. La dernière ligne droite. Le point à partir duquel, en principe tout au moins, on ne peut plus ni tomber ni faire demi-tour. Vertigineusement, il pêche. Depuis combien de temps? Pour encore combien de temps? Le bateau court son air. La passe. Comment prendre la passe avec tant d'air? Lui seul connaît la passe. Les Indiens eux-mêmes ne la connaissent pas. Ils n'ont pas besoin de la connaître. Les pirogues n'ont pas de quilles. Il connaît la passe, mais le voilier court trop vite. Vertige de l'air. La passe vient trop vite, mais il est cloué sur le banc du cockpit. Il faudrait décrocher le pilote automatique, mais c'est si loin, si loin. Heureusement que le bateau est au mouillage. Mais il ne peut être au mouillage et courir sur son air. Mon ami,
Bonjour, mon ami. Une voix lointaine l'arrache douloureusement à la douceur de sa torpeur. Mon ami? Bonjour, mon ami. Est-ce que tu vas bien? La pirogue est de retour. Il reconnaît les pagayeurs. Mais le vieil homme n'est pas revenu. Il est remplacé par un homme jeune et une indienne sans âge. C'est l'homme jeune qui l'interpelle. Visage ouvert, sourire avenant. Sans doute un indien lui aussi, mais surprise, qui s'exprime dans un excellent français, pratiquement sans accent. Tu es indien? Oui, mais pas de cette île, de l'île Tigre. L'île Tigre? C'est loin, très loin. Tu es venu en pirogue? En pirogue, oui. Seul? Tu as mis longtemps? Seul. 2 jours. Je me suis arrêté la nuit, j'ai échoué la pirogue dans la mangrove et j'ai trouvé un peu de sable sec pour dormir. Ce sont les anciens de cette île qui m'ont demandé de venir. Ils savaient que je parlais français et ils m'ont demandé de venir. Je suis venu. Comment as-tu appris le français? Avec des bateaux de ton pays? Un couple de navigateurs m'a même invité en France. Ils m'ont offert le voyage. Tu es resté longtemps? 3 mois. Je devais rester 6 mois, mais il y a eu des problèmes avec les papiers. Dans presque tous les pays, il y a des problèmes avec les papiers. Bravo, tu parles le français comme un Français. Merci beaucoup. Je parle aussi l'espagnol et un peu l'anglais. L'anglais et l'espagnol, beaucoup d'Indiens le parlent, mais le français, c'est rare. Pourquoi t'ont-ils fait venir? Pour te parler. Ils veulent savoir. Ils veulent savoir quoi? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu n'es jamais allé sur l'île? Quand tu pars? Et surtout, comment tu as pu arriver ici avec un bateau à voile? Ils disent qu'il n'y a pas de passage pour les bateaux à voile avec une quille. Ils se trompent. Il y a un passage. Ils disent que non, qu'ils le sauraient. Ils ne comprennent pas comment tu as fait. Et cela leur fait un peu peur. Tu leur fais un peu peur. Ils voudraient que tu partes. Pas tout de suite, pas sur le champ, mais bientôt. S'il n'y a pas de passe, je ne peux plus partir. Tu es venu, tu peux partir. Qui est la femme avec toi dans la pirogue? Ils avaient un guérisseur dans leur île, mais il est mort. C'est sa femme. Elle a appris des choses de son mari. Ensuite, le gouvernement a désigné un docteur. Le docteur a su pour le mari, il a pris la femme pour l'aider, et lui aussi il lui a appris. Puis le docteur est tombé malade, il est parti. On dit qu'il reviendra quand il sera guéri, mais on ne sait pas quand. Ou alors, le gouvernement enverra quelqu'un d'autre. En attendant, c'est elle qui soigne. Ils veulent savoir si tu es malade, c'est pour cela qu'ils l'ont envoyé avec moi. Si tu veux bien, elle va regarder si tu es malade. C'est très bien. Dis-lui de monter à bord. Toi aussi et les 2 autres. Montez tous à bord. Les 2 pagayeurs refusent d'embarquer. Ils préfèrent garder la pirogue. Ont-ils peur? Difficile de décider. Malgré son âge, la femme se hisse à bord avec une étonnante facilité, suivie de l'Indien qui parle français. L'Indienne porte le costume traditionnel de sa tribu, les bras et les jambes complètement cachés par des bracelets de perles multicolores, le nez percé d'un gros anneau doré et brillant, et sur le corps, le costume traditionnel. Un visage rude et fermé, une expression à la limite de l'hostilité. Le navigateur interroge l'Indien. La femme ne m'aime pas. Pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Elle ne sait rien de moi. Ne t'en inquiète pas, ce n'est pas contre toi. Chez nous, toutes les femmes sont comme cela. Elles se méfient des hommes. Les vieilles, encore plus que les autres. Et c'est cela. Les Indiennes se méfient des hommes, et les Indiens, hommes et femmes, se méfient des étrangers. Ce n'est pas seulement une mémoire d'histoire.
Il n'y a certes pas d'Indiens qui n'aient de sérieuses raisons de haïr les descendants des conquérants conquistadors, assassins de leur passé, mais la méfiance à l'égard des étrangers trouve une source encore plus profonde et plus ancienne. Dans la plupart des dialectes indiens, un même mot désigne le peuple qui parle ce dialecte et l'espèce humaine. Les individus des autres peuples, tous les individus de tous les autres peuples, ne sont pas réellement considérés comme humains. Les tuer, les réduire en esclavage, voler leurs femmes, n'est pas différent de tuer ou de priver de liberté un animal. Bien ou mal, peu importe, mais au même niveau. L'acculturation imposée aux jeunes générations a fait plus ou moins disparaître de tels sentiments. Mais ce n'est pas le cas des anciens, et plus encore des femmes, qui souvent se trouvent avoir eu avec la modernité encore moins de contact que les hommes. S'ajoute à cela un fort sentiment de dépossession sociale. Dans les souvenirs passés, l'ancien, détenteur de mémoire, d'expérience et de sagesse, jouissait d'une place particulière dans les familles. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, où tout le monde trouve un moyen ou un autre de se droguer à la télévision, de préférence frelatée, et où la quasi-totalité des moins de 30 ans ne respire plus autrement qu'un téléphone portable collé à l'oreille. Dans un tel univers, non seulement les vieux perdent peu à peu la place qui leur revenait naturellement hier, mais plus encore, ils craignent inconsciemment de n'en trouver aucune autre. S'ils savaient ce qu'il est advenu des vieux dans les pays qui se disent développés. « Je sais, répète-t-il, il y a longtemps que je navigue de par vos îles. Il n'empêche, cette femme ne se méfie pas seulement de moi, elle me hait. Mais peu importe. Elle est venue pour m'examiner, qu'elle le fasse. Comment veut-elle procéder ? » Le jeune homme interroge la femme dans leur langue. Après quelques instants, pendant lesquels elle est restée figée, comme si elle n'avait pas entendu qu'on l'interrogeait, celle-ci finit par quelques sons brefs. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de t'examiner plus, elle sait déjà tout. Que sait-elle ? L'Indien interroge la femme qui répond, toujours aussi brièvement. Elle dit que tu es vieux, tu es malade et ta maladie c'est d'être vieux. Elle dit que tu vas mourir. Pas aujourd'hui bien sûr, ni même demain, mais bientôt. Bientôt ? C'est combien de jours ? De mois ? D'années ? Nouvel échange entre les deux Indiens. Elle ne peut pas savoir. Mais pas des années, des mois tout au plus. Tous trois restent silencieux quelques instants. Le premier, il reprend la parole. « Je crois que tu ne traduis pas bien ce qu'elle a réellement dit, mais peu importe. Demande-lui, pourquoi maintenant ? Je ne suis pas si vieux. Je compte certainement moins d'années qu'elle. » Traduction, réponse. Elle dit que ce n'est pas une question de nombre d'années. Tu es usé, tu es fini. Voilà ce qu'elle dit. Elle aussi, elle est usée, mais moins que toi. Demande-lui si les hommes blancs pourraient me soigner. Traduction, réponse. Elle n'en sait rien. Et elle s'en moque. En ce moment, il n'y a pas de médecin blanc et tu n'as aucune chance d'attendre l'arrivée d'un médecin blanc. Pour toi, comme pour tout le monde sur l'île, c'est elle qui décide. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Elle dit que toi, tu as usé ton temps de vivre. Dis-lui que c'est aussi mon avis. Et pour le médecin blanc, dis-lui que je demandais juste pour savoir, par curiosité. Il ajoute, riant silencieusement, « Si j'avais voulu d'un médecin blanc, je ne serais pas venu ici. » Elle dit encore qu'elle sait beaucoup de choses rien qu'en te regardant. Par exemple, tu as été marié, et puis ta femme est partie, mais toi tu t'es trompé de chagrin. Tu as cru qu'elle est partie pour un autre homme, pas d'autre homme, la mort. Il rit. Comment pourrait-elle voir cela ? On ne voit pas ce genre de choses en regardant les malades. Elle voit, c'est tout. Il rit encore. La femme médecin est encore plus malade que moi, ou elle est folle, ou peut-être les deux. Ne le lui dis pas,
ce n'est pas la peine de la vexer, mais je n'ai jamais été marié. » L'Indien marque le coup, mais il reprend tout de même un peu plus tard. « Tu ne dois pas rester, tu dois partir. Ils ne veulent pas que tu meures chez eux. » Qui choisit l'heure? Qui choisit l'endroit? Tu dois les comprendre. Chez nous, quand un Indien meurt, personne ne pose de questions. Mais il en va tout autrement s'il s'agit d'un blanc. Un blanc qui meurt en territoire indien, c'est à coup sûr une enquête du gouvernement, des policiers qui viennent, plein de questions et de soupçons, et puis après, il faudra payer. Les Indiens n'ont déjà pas assez de place pour leur propre mort. Ils n'en ont pas du tout pour les étrangers. Mais qui paiera pour le transfert du corps hors du territoire indien? Personne n'a besoin de payer, personne n'a besoin de savoir. Et pour ma part, je ne souhaite ni messe, ni linceuil. Dis-moi l'Indien, est-ce que tu crois en Dieu? En une vie ou une forme de vie après la mort? Oui, bien sûr, tu dois croire en quelque chose comme cela. La religion de vos anciens vous y a préparé, et les prêtres ont fait le reste. Et moi, est-ce que je crois en une vie dans l'au-delà? Si c'est le cas, les morts sont-ils coupés de nous comme nous le sommes d'eux? Suppose qu'ils aient la possibilité de nous observer depuis leur petit nuage. Et pour débuter, celle de se trouver les spectateurs de leur propre enterrement. Commencer sa vie éternelle par le cauchemar du rassemblement de tous les hypocrites et menteurs, les faux frères, les faux amis, les vrais jaloux, envieux et autres médisants. Tous ceux qui se sont bien gardés de te reconnaître quand il était temps de le faire, et qui, maintenant que le temps en est passé, vont y aller de leurs petites larmes. Observez tout cela, sans pouvoir rien répondre. Dénoncer l'imposture? Insupportable. Le fond de la mer pour mon cimetière, et mon bateau pour cercueil. Pas de messe, pas de discours insipides, pas de pleurnicherie de convenance. Le secret de la mer. Les étrangers viennent ici pour s'amuser et se distraire, pas pour mourir. Le vieillard se rend compte que son interlocuteur n'a rien entendu de ce que lui vient de dire, ce qui est bien normal car lui-même n'a rien prononcé, trop fatigué pour dire tant de mots. Je pense, mais il n'entend de rien. En somme, c'est comme si j'étais déjà mort. Cette pensée le fait sourire. Avec peine, dans un souffle, il articule. Va trouver le Saïla de l'île. Dis-lui que je fais don de tout ce qu'ils pourront récupérer à bord. Quand j'aurai cessé de fatiguer la terre de ma respiration, il leur suffira de conduire le bateau vers le large. À moins de 10 nautiques, les fonds plongent à plus de 100 mètres. L'île possède un canot avec un moteur. C'est une mission sans difficulté. Qu'ils attachent ma dépouille c'est le mot qu'on emploie, qu'ils l'attachent sur la couchette et qu'ils ouvrent une certaine vanne que je vais te montrer. 1 heure plus tard, plus de questions, plus de soupçons, pas de traces, pas de mémoire. Personne ne saura rien, jamais. Encore faudrait-il sortir le bateau de la passe. Il y a un dessin en bas sur la table à cartes. Quand nous descendrons pour que je te montre la vanne, je t'expliquerai aussi le dessin. Un enfant saurait le lire. Grâce à moi et grâce à toi, les Indiens vont découvrir un secret de leur île qu'ils ne connaissent pas. Et toi, comment as-tu su? Parce que vos anciens savaient. Vos anciens savaient qu'il y a des traces sur la mer, et ces traces, ils apprenaient à les suivre. Mais certaines traces sont des chemins de mort. L'Indien qui les suit meurt. L'Indien, mais pas le blanc. C'est une telle trace que j'ai suivie, parce que j'ai appris autrefois à le faire. Moi, je sais. Mais vous avez oublié. Peu importe d'ailleurs, puisque pour vous, c'est une route interdite. Qui te pleurera si tu ne meurs pas? Je veux dire, si on ne sait pas que tu es mort. Qu'est-ce qui te donne le droit, l'Indien, de te soucier de ce dont moi-même je ne me soucie pas? Qu'est-ce qui pourrait donner le droit aux Indiens de se soucier de ce dont les Blancs ne se soucient pas? Alors, Saïla, ce que tu proposes, je doute qu'il l'accepte. Celui de mon île, par exemple, je le sais, il refuserait tout net. Je ne sais pas.
Les Saïlas se gardent bien de le laisser savoir aux Blancs, mais beaucoup d'entre eux sont encore empreints des anciennes croyances. Ils en ont peut-être oublié certaines, mais certainement pas toutes. Pour eux, et pour nous tous aussi, un mort qu'on n'a pas honoré ne quitte jamais complètement le monde des vivants, que par vengeance il vient hanter, parfois pendant des années, sur plusieurs générations. Pareil pour les disparus en mer dont on ne retrouve pas les corps. Les corps ne sont pas retrouvés, mais les nuits de tempête, sur certaines roches, on entend crier, maudire et menacer. Alors on se serre dans les huttes et même les plus audacieux se gardent de sortir. Ce qui se raconte, c'est que l'imprudent qui s'approcherait des Christ se sentirait soudain saisi par des mains invisibles qui l'entraîneraient vers la mer, avec une telle force qu'il lui serait impossible de résister. C'est la mort certaine, la vengeance des noyés. Je connais cette légende, et plusieurs autres aussi qui se racontent dans certaines îles. Les noyés seraient capables de prendre une forme invisible et liquide, et rejoindraient même parfois dans le plus grand secret le hamac des femmes endormies, sans même éveiller ces dernières. Une légende bien utile pour expliquer nombre d'improbables naissances. Mais peu importe tout cela. Des bateaux mystérieusement coulés au voisinage des îles, il y en a eu plus d'un. Mais il n'y avait personne à bord. Bien sûr que si. Beaucoup de comptes se sont trouvés réglés de cette façon. Peut-être autrefois, mais ce n'est plus arrivé depuis très longtemps. Et de plus, pour ce qui te concerne, il y a au moins un blanc qui se soucie de toi. Il te cherche partout, depuis plus d'un mois, au travers de nos îles. Et nous pensons tous que tu le sais et que tu le fuis. En ce moment, il est mouillé devant mon île. Il interroge les uns et les autres. Il veut savoir où tu as fui. Tu lui as parlé ? Moi non, et les autres non plus, mais tôt ou tard, quelqu'un le fera. Pour de l'argent, ou seulement pour se donner le plaisir de l'importance. Il viendra jusqu'ici. S'il ne te trouve pas, c'est lui qui posera les questions. Il voudra savoir où tu es allé. Si nous ne lui disons pas, c'est lui qui déclenchera l'enquête. Il déclenchera aussi une enquête si nous disons la vérité. Selon toi, pourquoi me cherche-t-il ? Pour le bien ou pour le mal ? Il ne le dit pas. Mais sur toutes les îles, tous les Indiens croient que c'est pour le mal. Tous les Indiens croient que tu fuis. Tu as tué un homme pour lui voler son nom, et depuis ce crime, tu dois fuir sans cesse. Peut-être sont-ce les amis du mort ou sa famille qui te cherchent pour la vengeance. Depuis le début de l'entretien, le navigateur ne s'est jamais départi d'un sourire empreint de sérénité. Cette fois, il rit. Un rire silencieux d'homme à la fin de ses forces, mais un rire certain malgré tout. Je ne sais pas si je n'ai jamais fui qui que ce soit. Je ne m'en souviens pas. Et je n'ai jamais tué personne. Mais qu'il me cherche pour le bien ou pour le mal, on peut prendre le pari qu'il me trouvera trop tard. Demande à la femme ce qu'elle en pense. L'Indien interroge la femme. Celle-ci répond plus longuement que les autres fois. La femme dit que tu vas mourir, mais pas tout de suite. Elle va te faire porter une boisson de guérison, et tu iras déjà beaucoup mieux dès ce soir. Demain peut-être, après-demain ou plus tard, tu seras sur pied, prêt à reprendre la conduite de ton bateau. Le marin rit une nouvelle fois son étrange rire blanc, puis il dit « Pourquoi est-ce que tu mens ? Sais-tu depuis combien de temps je navigue dans vos îles ? Je ne parle pas votre langue, mais je sais assez de mots pour être certain que la femme n'a pas dit ce que tu prétends. » Le jeune interprète se frotte les mains, exprimant une gêne certaine. « Pour la boisson, c'est la vérité. C'est exactement ce qu'elle a dit, je le jure. » À ce moment, la femme semble poser une question. Que dit-elle ? Elle demande si tu as peur de mourir. Dis-lui non. Elle a raison. Pour moi, le temps de la vie tire à sa fin et je n'ai pas de regrets. Aucune peur de mourir. Seulement un peu peur de souffrir. Mais de mourir, non. L'Indien traduit, la femme répond. Elle dit qu'elle comprend. Mais avec sa boisson, pas de souffrance, tu n'as rien à craindre.
ne le lui dis pas, mais plutôt que sa boisson de sorcière, j'aimerais mieux une bouteille de vieux rhum. » »« Alors sois content. Pour ce que j'en sais, le seul médicament qu'ils connaissent dans cette île est justement une sorte de rhum qu'ils distillent eux-mêmes. Écoute, c'est à moi que l'on confiera la boisson. Quand on ne me regardera pas, je goûterai. Et si ce n'est pas du rhum, ou s'il n'est pas bon, j'achèterai une bouteille pour toi. » »« Achète une bouteille de toute façon, même deux. Je te les paierai. Si tu veux, je peux t'avancer l'argent. Quand vas-tu revenir ? » »« Ce soir, avant la nuit. Demain, avec le médicament de la femme et le rhum, demain, tu seras sur pied. Je t'aiderai à préparer ton bateau. Après-demain, dans 2 jours au plus tard, tu seras assez fort pour reprendre ta navigation. » Le vieillard rit une dernière fois son étrange rire de mort. Les Indiens embarquent dans la pirogue qui s'éloigne aussitôt. « À ce soir !» crie l'Indien interprète. Sur le bateau, le vieil homme, économe sans doute de ce qu'il lui reste de force, répond seulement par un modeste geste de bras.